L'édition d'information. Nous ouvrons ce journal par le sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi comme ses homologues d'Afrique et le président chinois Xi Jinping ainsi que les responsables des organismes internationaux ont participé à ces discussions tenues par vidéoconférence en vue de renforcer la solidarité entre la Chine et l'Afrique dans la lutte contre le coronavirus. Patrick Michel Moukoui, Kokomoulicho. Alors que le nombre de cas de la Covid-19 augmente dans certains pays du continent, les dirigeants africains se serrent les coudes en réajustant la solidarité régionale et internationale. Au cours d'une vidéoconférence tenue ce mercredi, plusieurs chefs d'État africains, entre autres celui du Nigeria, du Zimbabwe, du Kenya, du Rwanda, de l'Égypte, du Niger, du Mali, du Sénégal, du Gabon, de l'Afrique du Sud et de la RDC, se sont retrouvés aux côtés du président de la République populaire de Chine, partenaire traditionnel de l'Afrique, pour réfléchir sur le renforcement de la solidarité entre la Chine et l'Afrique dans la lutte contre la Covid-19. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exposé à ses pairs les mesures prises par son gouvernement ainsi que les efforts fournis à ce jour pour faire face à cette crise qui menace la paix, la sécurité, la santé de population et qui soumet à rude épreuve les économies et systèmes de protection sociale. Tout en saluant les efforts endogènes de l'Afrique qui utilise de plus en plus de protocoles de traitement et de prévention de la Covid-19 propres à l'Afrique et dont les résultats sont encourageants, mon pays demeure reconnaissant aux efforts et au soutien apportés par diverses organisations internationales et dans la lutte contre cette pandémie, en particulier l'OMS, dont les orientations sur les modalités d'intégration de la surveillance de la Covid-19 restent très instructives. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a plaidé pour l'intensification de liens de solidarité au-delà de la crise sanitaire. Tout en saluant les efforts endogènes de l'Afrique qui utilise de plus en plus de protocoles de traitement et de prévention de la Covid-19 propres à l'Afrique et dont les résultats sont encourageants, mon pays demeure reconnaissant aux efforts et au soutien apportés par diverses organisations internationales et dans la lutte contre cette pandémie, en particulier l'OMS, dont les orientations sur les modalités d'intégration de la surveillance de la Covid-19 restent très instructives. La coopération mondiale et régionale ainsi que la solidarité entre peuples demeurent une priorité dans la lutte contre cette pandémie, a précisé le chef de l'État congolais. Le sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le coronavirus a également connu la présence du secrétaire général des Nations Unies, du président de la Commission de l'Union africaine et du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La République démocratique du Congo importe plus et produit moins. Le programme agricole d'urgence d'intervention post-Covid-19 va être enrichi de nouveaux éléments. L'objectif pour le Premier ministre est de mettre fin à la dépendance alimentaire. Françoise Belabouaki, Pompomba nous en parle. Le programme agricole d'urgence d'intervention post-Covid, ce projet phare du gouvernement Ilunkamba, occupe les premières loges des priorités sur lesquelles travaille l'exécutif central en cette période de crise sanitaire et économique. Encore ce mercredi 17 juin 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni son équipe pour poursuivre l'évaluation de ce plan qui consiste à redynamiser le secteur agricole congolais. Il est également question d'encadrer la production des paysans, leur donner la possibilité de produire davantage et porter cette production sur les marchés de consommation intérieure. Avec la suspension des importations, la production locale des aliments prisés tels que le maïs, le riz et le haricot doit être multipliée. Vu l'aspect transversal de la matière, hormis le ministre technique, celui de l'agriculture, Joseph Kassonga, les 3 vice-premiers ministres participent aux échanges nourris par la ministre de l'économie, celui de la pêche et de l'élevage, de l'industrie et du développement rural. Sont aussi comptés le vice-ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les politiques ont passé le relais aux experts. Ces derniers vont à présent se pencher sur ce document. Objectif, cerner et évaluer tous les contours. Il faut bien entendu mobiliser des moyens financiers importants pour investir notamment dans l'outil de transformation.
Parlant encore de la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Célestin Tundaya Kasende, vient de visiter les centres de dépistage public pour la lutte contre la Covid-19, centre installé dans l'enceinte du stade de Martyrs. Sur place, il a sensibilisé la population à respecter les gestes barrières pour lutter contre cette pandémie. Jacques Kababa. La population congolaise en général et quinoise en particulier à se faire dépister à la pandémie de Covid-19, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Célestin Tundaya Kasende, a visité les centres de dépistage public à ces virus installés dans l'enceinte du stade des Martyrs de la Pentecôte. Les patrons de la justice congolaise ont sur place échangé avec l'équipe des médecins et les personnels commis à ce travail. Ma visite ici, elle est pédagogique. En tant que membre du gouvernement, je suis passé pour montrer à la population que tout le monde a intérêt de se faire tester. Et pas de se faire tester une seule fois, de se faire tester autant que possible, c'est-à-dire plusieurs fois, chaque fois qu'on a la possibilité, pour qu'on soit sûr non seulement d'être soi-même en bonne santé, mais aussi de ne pas exposer les autres. Maître Tunda a remercié les partenaires du gouvernement congolais, à l'occurrence Jérusalem, qui a pensé installer ces centres de tests de masse au profit de la population congolaise. Je suis venu voir le travail que un des partenaires qui aime le Congo, il a placé ce centre de tests de masse pour permettre au plus grand nombre, même ceux qui sont dans les véhicules, même ceux qui viennent à pied, ils peuvent se faire tester dans de bonnes conditions, sans précipitation, pour connaître l'état de sa santé actuellement. Et direction la chambre basse du Parlement, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante conduits par le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, ont présenté le rapport annuel 2019-2020 auprès du bureau de l'Assemblée nationale, nous apprend Marcelin Monteba. Après la validation du rapport annuel 2019-2020, jeudi 12 juin dernier, la Commission électorale nationale indépendante a déposé le mercredi 17 juin auprès du bureau de l'Assemblée nationale ces documents qui synthétisent l'ensemble des activités post-électorales 2018. Le patron de la centrale électorale, Corneille Nangaa, explique le contexte actuel de l'organe en charge des élections en RDC. On est venu déposer le rapport annuel conformément à l'article 28 de la loi organique de la CENI pour dire que le rapport que nous avons déposé et le rapport couvrant l'année 2019 à 2020, il vient donc s'ajouter au rapport général du processus que nous avons déposé depuis l'année passée. Nous avons échangé donc sur tous les volets qui concernent le processus. Nous avons posé quelques questions que nous laissons au débat républicain. La question, c'est par exemple, c'est de savoir si on va encore organiser les élections de 2023 avec un fichier révisé après une révision du fichier électoral par la CENI, où les élections se feraient avec un fichier tiré d'un registre d'état civil, donc après recensement. Quant à la réforme de la centrale électorale, Corneille Nangaa souligne. Est-ce que les élections de 2023 vont être organisées dans les mêmes conditions légales que celles de 2018? C'est ça la question des réformes, qui touche plusieurs aspects. Beaucoup pensent que la réforme, c'est seulement changer les animateurs. Non, ça n'a rien à voir et ça ne représente d'ailleurs rien. Quelles sont les lois identifiées qu'on doit modifier? Et tout cela devrait se faire après l'évaluation du processus. Il s'est ouvert hier mercredi le rendez-vous annuel des opérateurs miniers DRC Mining cette année dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19. Le ministre de Mines, ensemble avec les opérateurs du ont porté leur regard sur l'impact de la Covid-19 sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Nadine Futukajina Wabiwa.
L'impact de la Covid-19 sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo a fait l'objet d'une séance de télétravail entre les ministres des Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni, et les opérateurs miniers en République démocratique du Congo. Cette vidéoconférence organisée dans un contexte particulier de la Covid-19 avec ses conséquences sur les économies du monde a donné l'opportunité aux parties prenantes de faire le point sur la gestion de la crise dans les secteurs miniers de la République démocratique du Congo et ainsi d'établir sur les perspectives post-Covid-19. Au cours des échanges, les participants ont noté plusieurs conséquences, notamment la baisse de la demande de produits miniers marchands et la chute des cours de métaux. La baisse des recettes du secteur minier en République démocratique du Congo malgré le maintien de la production ainsi que les reports de projets miniers soutenus par les expatriés bloqués dans leur pays. Ajoutez à cela l'impossibilité des inspections réglementaires des activités minières et l'augmentation des risques de fraude minière. Le secteur de mine est un secteur très important. Il est un secteur bien sûr qui est le secteur qui booste à peu près beaucoup d'activités en RDC. Et ce secteur, nous devons faire des efforts pour essayer de le maintenir et surtout maintenir les projets qui étaient déjà des projets miniers et métallurgiques qui normalement devaient augmenter aussi les recettes de l'État l'année prochaine. Et donc, avec la plupart des panélistes, nous étions en train de discuter sur tous ces problèmes de comment, après le Covid-19, on pouvait reprendre le développement du secteur de mine en RDC et surtout, qu'est-ce que nous pouvions prendre comme mesures pour continuer à attirer les investisseurs. Il est à noter que tout impact négatif dans ces secteurs les plus importants de l'économie nationale au vu de sa contribution aux recettes de l'État a des conséquences sur plusieurs activités connexes, ce qui par ricochet porte un préjudice au budget de l'État. Toujours dans ce secteur des mines, préparer l'après-mine, c'est une nécessité aujourd'hui dans les provinces à vocation minière du fait que les gisements miniers finissent par s'épuiser. C'est le cas de la province du Lualaba où certains territoires doivent bénéficier d'un accompagnement afin de relancer le secteur agricole, nous dit David Moubenga. Dans la province du Lualaba doit permettre de relancer les autres secteurs en vue de la diversification de l'économie. Le secteur agricole commence déjà à sortir de la léthargie avec cette belle initiative réalisée en Kando dans le territoire de Lubudi. Mais ce n'est pas tout. Il est nécessaire d'étendre cette expérience à d'autres territoires de la province du Lualaba. Tel est le souhait de l'honorable Venance Lutongo Mouyeye, député national honoraire. Je pense qu'il faut féliciter parce que c'est dans la droite ligne de ce que le président de la République souhaite. Éviter, quitter un peu les miniers, entrer dans l'agriculture. Là-bas, c'est agro-pastoral. Ce sont des actions qu'on devait mener depuis longtemps. Mais tant qu'on a commencé, il faut continuer. Il faut encourager ceux qui sont dans l'agriculture pour aller au-delà de ça. Venance Lutongo Mouyeye propose un partenariat public-privé qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore trouvé une oreille attentive de la part des autorités tant nationales que provinciales. Le terrain de l'île Lolo, c'est 25 000 km². Donc vous avez autant de terres qu'il faut cultiver. Il faut le financement. C'est pour cela que ce sont les financiers pour nous aider à faire le travail. L'île c'est le maïs, c'est le manioc, c'est l'arachide, c'est le coton à son temps. Mais maintenant, nous préférons le maïs pour nourrir ceux qui ont besoin, les miniers qui sont en Colombie et la population. J'étais déjà entré en contact avec le général du service national pour baser un centre comme celui de Kanyama à Kassage. Parce que vous êtes à Kassage, les gens de venez aussi à Kisenge travailler. Ils peuvent aller, les gens de Moneti, tout le monde va se retrouver à Kassage et on va cultiver. Investir dans le secteur agro-industriel est la clé de l'autosuffisance alimentaire, ce qui va mettre fin à l'importation des produits alimentaires des pays voisins
dont souffre cette province aujourd'hui. Pendant les 2 mois de gratuité du courant électrique pour soulager les ménages qui n'ont cette période de crise sanitaire, la SNEL l'a exécuté avec nationalisme. Affirmation du PCA de la SNEL après avoir pris part à la réunion d'évaluation de cette mesure présidée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, allais-je dire, Mireille Ndeke. 2 mois de gratuité du courant électrique pour soulager le ménage quinois en cette période d'état d'urgence sanitaire. L'heure est à l'évaluation. La réunion de ce mercredi, présidée par le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouazi Mumbembe, accompagné de son vice-ministre Papi Pungulamba et tout le staff dirigeant de la SNEL, dont le PCA Alain Atundu Liongo, le directeur général Jean Bosco Kayombo et le DGA Fabrice Moussinde, a passé en revue les conséquences techniques, commerciales face à la Covid ainsi que le problème à affronter. 2 mois de gratuité, la SNEL s'est exécutée avec nationalisme. Les 2 mois de gratuité, la SNEL s'est exécutée avec nationalisme, a produit ou a fourni du courant gratuitement. Mais comme vous le savez, rien ne se perd, rien ne se gagne. Nous attendons la contrepartie du gouvernement pour nous permettre de fonctionner malgré les sacrifices que nous avons faits. Pendant que l'état d'urgence sanitaire poursuit encore son cours normal, le PCA de la SNEL, Alain Atundu Liongo, fixe l'opinion par rapport à la facturation. Il y a un décalage entre la consommation et la facturation. Pendant les 2 mois de gratuité, c'est-à-dire de mars, avril, les factures arrivaient, mais ce sont des factures antérieures. Les factures de ces mois-là seront à partir, je crois, de juin, etc. Il y aura un trou où ils ne vont pas payer. Le chef de l'État a parlé de 2 mois, tout l'état d'urgence, de 2 mois, parce que le poids est énorme et il ne faudrait pas qu'elle puisse entraîner la non-fourniture du courant aux clients que nous voulons servir. La SNEL réitère son engagement à desservir les courants électriques sur tout le territoire national. Et la possibilité de la relance de la cimenterie nationale de Kimpese-Sinat a été au cœur des entretiens entre les notables du Congo central et le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a par la suite échangé avec les femmes entrepreneurs du Nord Kivu spécialisées dans l'agriculture. Betty Amani, Eric Kabombar. Obligeant les travailleurs au chômage technique, la cimenterie nationale de Kimpese pourrait certainement renaître de ses centres d'ici peu. Ce souhait de tous les Né-Congo a poussé un des notables de ces coins, Eugène Diomindongala, de venir faire le plaidoyer auprès du ministre de l'Industrie pour un financement dans les soucis de relancer la production de cette usine qui n'a plus produit un sac de ciment depuis 2011. Julien Paloukou et son hôte ont longuement revu tout d'abord les partenariats qui liaient les gouvernements congolais à cette entreprise avant d'examiner comment renouer ces partenariats. Visiblement satisfait, Eugène Diomindongala est sorti, rassurant car les patrons de l'industrie est déterminé à soutenir cette entreprise afin de lui redonner son prestige datant. Alléché par les projets mis en place par Julien Paloukou en finançant toutes les unités des productions agroalimentaires impactées négativement par la crise sanitaire dans les soucis d'approvisionner les grands centres urbains et autres agglomérations en denrées alimentaires de première nécessité à moindre coût, les femmes entrepreneurs ressortissantes de la province du Nord Kivu spécialisées dans l'agriculture en Bakana et Maluku sont venues frapper à la porte du patron de l'industrie pour savoir un peu plus sur les modalités à suivre pour enfin bénéficier de ces financements. Satisfaites de toutes les informations claires leur fournies, ces femmes promettent de remplir tous les critères pour bénéficier de ces financements afin de participer à ces projets alimentaires d'urgence mis en place par Julien Paloukou Kaongia. Après les récentes nominations des mandataires des entreprises du portefeuille de l'État et services publics de l'État à l'Office de voirie et drainage, l'heure est à la remise et reprise. La nouvelle équipe dirigeante de cette entreprise vient de prendre officiellement possession de ses offices, comme le dit Willy Atunakov.
Cette cérémonie officielle de remise et reprise, organisée mercredi 17 juin 2020 au siège social de l'Office de voirie et drainage OVD, entre le directeur général intérimaire, ingénieur Franck Kalumba, directeur provincial de l'OVD Kinshasa, et le nouveau directeur général, ingénieur Victor Tumba Chikela, qui retrouve ses fauteuils qu'il a déjà occupés de 2008 à 2012, soit 8 ans après, a été marqué par 3 temps forts. D'abord, la passation des bâtons de commandement par l'échange des signataires entre les deux personnalités en la salle de réunion. C'était en présence de la nouvelle présidente du conseil d'administration, de son adjoint Pikomwe pour Bilonda et de certains cadres de direction. Ensuite, il y a eu la présentation à l'esplanade du bâtiment administratif du nouveau staff dirigeant de l'OVD à l'assistance. Un choix qualifié des judiciaires du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, salué avec enthousiasme par les personnels de l'OVD qui n'ont pas manqué de remercier ces derniers. Enfin est intervenue une série d'allocutions des circonstances prononcées tour à tour par la délégation syndicale, les nouveaux DGA et la PCA. Le nouveau numéro 1 de l'OVD, ingénieur Tumba Chikela, place son mandat sous les signes de la mise en œuvre avec les concours de tous du programme du gouvernement. Nous sommes venus non pas avec une vision, mais nous sommes venus avec la vision du chef de l'État, traduite dans la politique gouvernementale, qui est donc le gouvernement est présidé par le Premier ministre, et suivant les instructions qui nous seront données par notre ministre, qui est le vice-premier ministre chargé des infrastructures. L'équipe dirigeante donnera une impulsion maintenant pour que notre office retrouve son ardeur. Actualité oblige le directeur général Victor Tumba Chikela, qui a à cette occasion invité tous les personnels de l'OVD au strict respect des mesures barrières au Covid-19, a par ailleurs annoncé le début prochain des tests de dépistage aux cadres et agents afin d'éviter la propagation de cette pandémie qui ravage le monde. Même exercice, la Direction générale de la dette publique DGDP, et revivons cette cérémonie de remise et reprise avec Renette Koulonga. Préservation de la paix sociale, la valorisation des ressources humaines ainsi que la protection d'un climat sain avec les créanciers, ce sont là les mots-clés qui font partie des missions assignées à la Direction générale de la dette publique. La remise-reprise entre le directeur général sortant, Mawaka, et le directeur général entrant, Laurent Batoumona Kandkam, à la DGDP, entendez, Direction générale de la dette publique, s'inscrit dans ce dynamisme. Le directeur général sortant, Mawaka, en a profité pour souhaiter un fructueux mandat à son successeur, Laurent Batoumona Kandkam. Celui-ci est appelé à travailler dans le sens de l'amélioration des conditions de travail. C'était en présence de son adjoint, Anissé Kuzunda, qui s'aligne dans la logique de mettre l'homme au centre de toute action. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté son choix sur notre modeste personne. Nous souhaitons que l'État congolais puisse se retrouver dans cette gestion de la dette publique. Par rapport au personnel, cadres et agents, nous allons travailler dans le respect des textes légaux et réglementaires qui régissent la DGDP, tout en remerciant tous les leaders politiques qui nous ont accompagnés, nos membres de famille, les amis et connaissances. Aussitôt après la remise-reprise, Laurent Batoumona Kandkam et son adjoint Anissé Kuzunda ont visité les installations de la DGDP, une manière de se faire une idée du cadre de travail. Intéressons-nous au séminaire sur les notions de passation de marché public, un sujet qui est d'actualité en République démocratique du Congo. Malumbela. La sécurité des finances publiques et sa gestion requièrent une bonne dose de pragmatisme et l'instance publique, l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP, s'attelle toujours à renforcer les capacités de ses agents et cadres. Ces derniers ont cerné davantage les contours des nouvelles procédures nationales de passation des marchés publics au cours d'un séminaire de formation organisé par l'autorité de régulation des marchés publics qui tient à consolider la performance dans l'exercice de leur profession et renforcer ainsi la maîtrise de son cadre légal. C'est aussi pour leur permettre d'actualiser leurs connaissances dans la gestion du système de commandes publiques. C'est un défi pour nous de nous déployer en province et ceci devrait être acté comme une volonté afin que réellement nous puissions équiper le personnel de l'ARMP, mais pas seulement, que nous puissions équiper également
les acteurs de la commande publique. Et ma préoccupation est plutôt de vous encourager, vous, les futurs agents de la RMP, mais également tout le peuple congolais qui suit, d'accompagner réellement ces organes qui seront bientôt actifs en province, la direction de la RMP, les directions provinciales de contrôle des marchés publics, ainsi que les cellules de passation des marchés publics en province, pour que les deniers publics soient dépensés selon les normes et selon l'arsenal que nous avons actuellement. Et au terme de la dite formation, des certificats ont été remis aux participants qui, pour concilier la théorie à la pratique, ont promis de faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Tout s'est déroulé dans le respect des mesures barrières et de la distanciation sociale pour éviter la contamination et la propagation du coronavirus. Les dirigeants de l'autorité de régulation des marchés publics ont rendu hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son attachement à la bonne gouvernance, gage d'un développement intégral du pays. Le ministre de la formation professionnelle arts et métiers, John Tumba, a échangé avec la déléguée de la francophonie, Nefertiti Tshibanda. Ils ont parlé des projets relatifs à la revalorisation de la main-d'œuvre locale qualifiée en République démocratique du Congo, nous dit Anita Luamba. La formation professionnelle est l'une des axes prioritaires du mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dévoilé dans ses différentes allocutions, notamment dans son discours d'investiture et celui prononcé le 26 septembre 2019 devant l'Assemblée générale des Nations unies. C'est dans ce cadre que le ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, John Tumba, a échangé avec la déléguée générale de la francophonie pour matérialiser cette vision en dégageant une feuille de route commune qui tiendra compte particulièrement du potentiel des jeunes et des priorités sectorielles répertoriées. L'une des missions de l'OIF, c'est la formation professionnelle. Alors nous savons qu'au niveau du gouvernement, l'une des plus grandes priorités, c'est de former les jeunes à des métiers et faire en sorte qu'ils puissent être capables, au sortir de ces formations, de pouvoir rapidement trouver un emploi. Alors au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a plusieurs initiatives et programmes qui viennent en appui aux institutions pour leur permettre non seulement de mieux définir leur politique publique en termes de formation professionnelle, mais aussi de les accompagner dans le renforcement des capacités au niveau de la qualité. Nefertiti Tshibanda, déléguée générale à la francophonie, se dit déterminée à appuyer et accompagner certains programmes, ce qui va permettre de favoriser le développement social et réduire le taux de chômage et de la pauvreté. Et pour promouvoir la francophonie, l'apprentissage devra impérativement se faire en français. Elle fut simple monitrice en 1968 à l'Athénée du Kalina. Marie-Josée Monguizo a eu l'honneur d'avoir comme élève à la maternelle Félix-Antoine Tshisekedi, actuel président de la République. Et Cédric Hénina nous fait le récit d'une monitrice heureuse de son passé. Revoir sa monitrice de l'école maternelle après plusieurs années, on ne peut que s'en émouvoir. Marie-Josée Monguizo fut monitrice en 1968 à l'Athénée de Kalina, l'actuel Athénée de la Gombe. Cette septuagénaire a connu une étoile dans sa classe, la maternelle, entre 1968 et 1969. Félix-Antoine Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, fut alors son élève. Elle en garde encore des souvenirs indélébiles. Cette chaise et cette table en bois presque restent le seul témoignage de son passage. L'on peut déduire que c'est sur ces bois qui a résisté à l'usure des temps qui s'asseyait l'actuel président de la République. L'image est encore vive dans les souvenirs de Marie-Josée Monguizo qui évoque ici un enfant modèle. Azalaki calme, Azakulata toujours 3 pièces. Il était calme. En plus, il s'habillait toujours en 3 pièces et très propre. Ce n'était pas un dérangeur. Les enfants de la maternelle dérangent beaucoup, mais pas lui. Félix était déjà à cet âge un modèle. Personnellement, j'ai enseigné plusieurs enfants des personnalités de ce pays. Bana ya secrétaire général na INSS. Natangisa bana ya Kisumbi. Natangisa bana mwana ya Viki Lungumba. Ces souvenirs, elle en a partagé à ses enfants. Elle nous relatait comment il venait à l'école. Il venait toujours en 3 pièces. Parce qu'à l'époque, les élèves ne portaient pas les uniformes comme aujourd'hui. C'était en tenue civile. Voilà, c'est que elle nous disait souvent, en gros c'est ça.
Maman, de temps en temps, elle nous parlait de Félix Tshisekedi, tant que son enfant qui était à l'école maternelle. Et aujourd'hui, il est devenu président de la République. Nous disons gloire à Dieu. Sa lettre d'affectation de l'école des monitrices de Bokoro dans les Maïndombe, de sœurs de l'enfance de Jésus, en 1966 à 2020, plusieurs années se sont écoulées et la retraitée n'a jamais touché à ses droits les plus légitimes, sa pension. Marie-Josée Moguizo s'est dit heureuse tout de même d'avoir conduit les premiers pas du premier citoyen de la République. Ainsi se termine cette édition de minuit. Merci de l'avoir suivi. À 7h, retrouvez José Baïtomo pour la suite de l'actualité. Merci et sur l'ensuite de programme sur nos antennes. Merci, au revoir.